Février 1913. Le Premier ministre canadien offrit à Vilhjálmur Stephenson, considéré comme l'explorateur arctique le plus influent du XXe siècle, un financement complet pour son expédition arctique à une condition. Il devait recouvrer la citoyenneté britannique et naviguer sous pavillon canadien. La raison officielle était territoriale, mais la véritable motivation demeurait dissimulée dans des archives qui ne seraient révélées que des décennies plus tard. Le gouvernement recherchait le continent arctique perdu sous les glaces de la mer de Beaufort, une masse terrestre comparable au Groenland, que certains scientifiques pensaient enfouie selon des modèles de courant et des relevés bathymétriques. Le navire choisi était le Karluk, un cargo construit à l'origine pour la chasse à la baleine. Il n'avait pas été conçu pour résister à la pression continue des glaces arctiques, et le capitaine Bartlett le savait. Pourtant, il accepta la mission. Le 13 août 1913, la glace se referma autour de la coque et le navire se retrouva immobilisé à plus de 300 km de sa destination. Stephenson l'abandonna avec 6 hommes pour une prétendue chasse au caribou qui, selon ses dires, devait durer 10 jours. Lorsque l'équipe tenta de revenir, le navire n'était plus là. Ils ne trouvèrent que de la banquise disloquée et une eau noire et ouverte. Que savait réellement Stephenson et pourquoi le chef de l'expédition abandonna-t-il le navire juste avant que tout ne commence à tourner mal? Qu'ont-ils véritablement découvert sur l'île de Wrangel qui ne figura jamais dans la version officielle de l'histoire? Le désastre du Karluk fut-il un accident arctique ou tout avait-il été prémédité bien avant? Que cherchait réellement le Canada dans l'Arctique et qu'a-t-on caché derrière le faux discours scientifique? En février 1913, le Premier ministre canadien Robert Borden rencontra à Ottawa un explorateur nommé Vilhjálmur Stephenson et lui fit une offre qu'aucun scientifique n'aurait refusée. Le gouvernement canadien assumerait le coût intégral de son expédition arctique, jusque-là financée en partie par le Musée américain d'histoire naturelle et la Société nationale géographique des États-Unis, à une seule condition. Stephenson, né au Manitoba mais citoyen américain depuis des années, devait récupérer la nationalité britannique avant de lever l'ancre et l'expédition devait naviguer sous pavillon canadien. La raison exposée par Borden était territoriale. Le gouvernement canadien craignait qu'une expédition financée par des institutions américaines qui découvriraient de nouvelles terres dans la mer de Beaufort ne provoque des revendications de souveraineté américaine sur des territoires que le Canada considérait comme siens, mais qu'il n'avait ni cartographiés ni occupés de manière effective. La Norvège et la Russie maintenaient elles aussi des prétentions sur le Haut-Arctique. Stephenson accepta et devint sujet britannique. Le gouvernement canadien signa un chèque dont le montant initial était de 75 000 $ et qui, avant la fin de l'expédition, dépasserait les 500 000. Ce que Borden n'expliqua pas lors de cette réunion, et ce que les archives canadiennes déclassifiées révéleraient des décennies plus tard, c'était l'ampleur réelle de ce que son gouvernement espérait trouver. L'expédition ne cherchait pas simplement de petites îles dans l'archipel arctique. Elle cherchait ce que les cartographes et océanographes de l'époque appelaient le continent arctique, une masse terrestre de dimensions potentiellement comparables aux îles canadiennes connues, que certains scientifiques croyaient cachées sous la glace de la mer de Beaufort, en se fondant sur des schémas de courant et des sondages de profondeur qui suggéraient une plateforme continentale plus étendue que ne le montraient alors les cartes. Stephenson et le capitaine Bartlett lui-même partageaient cette croyance. Un article académique publié par la suite dans le Journal of Polar Research l'a documenté avec précision. Stephenson, comme Bartlett, ressentait une attraction intense pour la théorie du continent arctique non découvert au nord de la mer de Beaufort, et cette attraction les conduisit à prendre des risques excessifs. L'objectif officiel de l'expédition était de cartographier la région et de renforcer la souveraineté canadienne. L'objectif réel, celui qui n'apparaissait pas dans les communiqués de presse, était de trouver de nouvelles terres avant qu'une autre puissance ne les trouve, de les revendiquer pour la couronne britannique et de faire enfin du Canada la puissance arctique dominante de l'hémisphère nord. Les vies des hommes qui navigueraient à bord du Karluk étaient, dans ce calcul, une variable secondaire. La condition imposée par les parrains américains ajoutait une pression qui rendrait ce calcul encore plus dangereux. La Société nationale géographique se réservait le droit de retirer sa participation à l'expédition si Stephenson ne levait pas l'ancre avant juin 1913.
Cela signifiait que la date de départ fut fixée avant que les préparatifs ne soient terminés. Stephenson, qui passa une bonne partie des 4 mois d'organisation à New York, délégua la sélection du navire à un capitaine baleinier nommé Christian Theodor Pedersen, qui ne serait pas le capitaine de l'expédition. Pedersen recommanda le Carluc comme étant le plus solide et le mieux adapté des 4 navires disponibles pour leurs objectifs. C'était la recommandation d'un homme qui évaluait un baleinier selon les critères de la chasse à la baleine en été arctique et non selon les critères de l'exploration polaire en hiver. Stephenson accepta la recommandation sans inspection personnelle. Le Carluc fut acheté pour $10 000. Le navire que le gouvernement canadien destinait à son expédition la plus ambitieuse et la plus secrète avait été construit en 1884 dans le chantier naval de Matthew Turner, à Benicia, en Californie, comme embarcation auxiliaire pour l'industrie saumonière de l'Alaska. Le mot Carluc était le terme aleutique pour poisson, une langue autochtone d'Alaska où le navire avait été construit à l'origine pour des tâches liées à la pêche au saumon. Il mesurait 129 pieds de long. Son moteur de 150 chevaux était ce que son propre ingénieur en chef décrivit comme une vieille cafetière qui n'avait jamais été conçue pour fonctionner plus de 2 jours d'affilée. Ses flancs avaient été renforcés avec du bois australien lors d'une reconversion baleinière antérieure, mais cette protection ne résolvait pas le problème fondamental. Le Carluc n'avait pas été construit pour résister à la pression soutenue de la glace arctique. Il ne disposait pas de la puissance nécessaire pour se frayer un passage à travers elle. Et ses 14 voyages baleiniers précédents s'étaient déroulés dans des conditions estivales, et non à l'intérieur du pack de glace que l'expédition se proposait de pénétrer. Il avait environ 29 ans lorsqu'il fut acheté, ce qui en faisait un navire très ancien. Le capitaine le savait dès le premier instant. C'était un vétéran de 2 expéditions au pôle Nord et il connaissait la différence entre une coque conçue pour la glace et une coque qui y avait simplement survécu. Il accepta la mission sous une prémisse qui lui fut confirmée verbalement. La mission n'incluait pas d'hivernage dans les eaux arctiques. Le Carluc conduirait l'expédition jusqu'à son point de rendez-vous et reviendrait vers le sud avant que la glace ne ferme les routes. Ce que le capitaine ne savait pas, c'est que le fonctionnaire naval qui avait signé les instructions officielles y avait inclus un paragraphe dont la formulation avait été inspirée par Stephenson lui-même. Il disait que la sécurité du navire n'était pas aussi importante que le retour en sécurité du personnel. C'était une autorisation implicite de sacrifier le Carluc si les circonstances l'exigeaient, signée par le gouvernement 3 semaines avant le départ. Le capitaine ne sut jamais que ce paragraphe existait. La structure de commandement ajoutait une autre couche d'opacité. Le gouvernement finançait l'expédition par l'intermédiaire de 2 organismes qui ne se coordonnaient pas entre eux. Si quelque chose tournait mal dans l'équipe du Nord, la responsabilité se retrouvait répartie entre 2 organismes qui pouvaient se renvoyer la faute. Parmi les 14 membres embarqués sur le Carluc, seuls 2 avaient une expérience préalable des conditions polaires. Il n'y eut aucun entraînement de survie avant le départ. Il n'y eut aucune instruction sur la manière de se déplacer sur la glace ni sur la façon de construire des abris arctiques. Les parkas que Stephenson acheta pour l'équipe étaient d'occasion. Selon des témoignages ultérieurs, certaines étaient détériorées. Lorsque l'expédition arriva à Nome pour charger des provisions, les scientifiques demandèrent une réunion pour clarifier les plans, dont le calendrier restait vague. Stephenson ne clarifia rien. Il décrivit les questions sur la sécurité comme impertinentes et déloyales. Plusieurs menacèrent de partir, mais aucun ne le fit. La confusion était totale. 2 scientifiques affectés à l'équipe du Sud se retrouvèrent à naviguer sur le Carluc tandis que leur équipement voyageait sur un autre navire. Le responsable des observations magnétiques découvrit, une fois embarqué, que la majeure partie de son instrumentation n'était pas non plus à bord. L'un des marins embarqua avec une petite valise contenant des flacons de drogue et une seringue hypodermique. Stephenson répondait à toutes les plaintes par la même phrase « Tout serait réglé lorsqu'ils arriveraient au premier point de rendez-vous ». Pendant que le navire passait ses dernières semaines au chantier naval, Stephenson accordait des interviews dans lesquelles il présentait l'expédition comme un triomphe scientifique avant même qu'elle ait pris la mer. Le New York Times publia des articles documentant les réserves de l'équipage sur l'aptitude du navire et, quelques jours plus tard, d'autres confirmant que le navire était prêt pour l'Arctique. Durant ces mêmes semaines, aucun fonctionnaire du gouvernement ne demanda d'éclaircissement.
Le conseil exécutif de la Colombie-Britannique commanda une plaque commémorative en argent qui fut remise à Stephenson lors de la cérémonie de départ. La plaque existe encore dans les archives où Stephenson déposa ses papiers. Elle porte gravée la date du 17 juin 1913 et le nom de chaque membre scientifique de l'expédition. Le Carluc leva l'ancre à 3 heures du matin ce jour-là. Dès la première journée, il y eut des problèmes de gouvernail et de moteur. À bord voyageaient 22 hommes, une femme inuite avec ses 2 petites filles, 2 chasseurs inuits, 16 chiens de traîneau et le chat du navire, adopté par l'un des chauffeurs dans le chantier naval. C'était l'inventaire complet d'une embarcation qui naviguait vers le Grand Arctique à la recherche d'un continent perdu. Le 13 août 1913, alors que le Carluc se trouvait encore à plus de 300 km de sa destination, les vents et les courants de l'Arctique firent ce que le capitaine avait averti qu'il pouvait faire. La glace se referma autour de la coque. Le navire se retrouva immobilisé au milieu de l'océan. Le courant commença à l'entraîner vers l'ouest, loin de toute côte habitée, vers la mer des Tchouktchés et au-delà. Le continent arctique que Stephenson et le gouvernement canadien cherchaient n'apparut pas. Ce qui apparut, ce fut la question qu'aucun plan officiel n'avait envisagée. Que ferait Stephenson maintenant que le navire ne pouvait plus bouger? Et qu'emporterait-il avec lui lorsqu'il déciderait de partir? Ce que les hommes du Carluc ne savaient pas, c'était quand cela serait mis à exécution. Et ce que le gouvernement canadien n'admettrait jamais publiquement, c'était que la structure qu'il avait construite pour cette expédition faisait que cette issue était, dès le début, presque inévitable. L'île Wrangel, l'île reculée vers laquelle le navire dérivait sans contrôle, n'était pas seulement l'endroit où les survivants trouveraient un refuge temporaire. C'était le point à partir duquel une puissance arctique pourrait contrôler les routes de navigation entre le Pacifique Nord et l'océan Arctique, et dont aucun gouvernement n'avait réussi à établir la souveraineté de façon définitive. Et le fait que Stephenson soit revenu sur cette même île en 1921, puis de nouveau en 1923, en envoyant chaque fois de jeunes hommes inexpérimentés mourir tandis que lui restait à terre, exigeait une explication que son livre ultérieur ne fournit pas et que les archives canadiennes ne déclassifieraient pas avant des décennies. Pendant que le navire dérivait lentement vers l'ouest, loin de toute aide, certains hommes commencèrent à comprendre que le plus grand danger n'était peut-être pas à l'extérieur, mais au sein même de l'expédition. Les plans n'avaient jamais été entièrement clairs, et maintenant, avec l'horizon transformé en une plaine blanche sans fin, une question commença à se répéter en silence parmi l'équipage. Que se passerait-il si celui qui dirigeait la mission décidait que sa survie valait plus que celle des autres? Ce qui se produisit ensuite ne changerait pas seulement le destin du Carluc, mais aussi la manière dont l'histoire se souviendrait de son chef. Que cachaient les notes et les cartes que Stephenson examinait en secret avant d'abandonner le Carluc? Le matin du 20 septembre 1913 se leva dégagé sur la glace de la mer de Beaufort. Le Carluc était déjà pris au piège depuis 38 jours, à 235 miles au nord-ouest de l'Alaska, tandis que son moteur de 150 chevaux restait incapable de briser la glace compacte qui enserrait la coque dans toutes les directions. Chaque matin, le capitaine Bartlett montait sur le pont, étudiait l'horizon à la jumelle et notait la même conclusion dans son journal, sans changement de courant ni vent capable de fracturer la masse. Vilhjálmur Stephenson sortit de sa cabine ce matin-là avec une liste de noms. Il appela le photographe George Hubert Wilkins, le secrétaire personnel Burt McConnell, l'anthropologue Diamond Jenness et 2 chasseurs de l'équipage, 6 hommes au total. Il leur dit qu'il y avait des caribous sur la terre ferme à 4 ou 5 jours de traîneau, que le navire avait besoin de viande fraîche et qu'il reviendrait avant la fin de la semaine. Le capitaine Bartlett écouta la proposition sans répondre immédiatement, car cela faisait des semaines qu'il observait Stephenson avec l'attention de quelqu'un qui accumule des faits sans encore savoir ce qu'ils signifient. Il l'avait vu examiner des cartes à huis clos, envoyer des messages à Ottawa séparément, prendre des notes qu'il ne partageait avec personne, et il avait aussi remarqué la manière dont il regardait l'horizon occidental avec la fixité de quelqu'un qui attend. Il lui demanda combien de jours il pensait rester absent. Stephenson répondit 10. Bartlett fit remarquer que la glace pouvait bouger à tout moment, que si le vent changeait, le Carluc pourrait se déplacer de plusieurs kilomètres en quelques heures,
et que toute réunification serait impossible. À 10 heures du matin, les 6 hommes descendirent par l'échelle latérale avec 2 traîneaux chargés et 16 chiens. Stephenson fut le dernier à descendre, ne regarda pas en arrière, prit la direction du sud-est et sa silhouette se fit de plus en plus petite jusqu'à ce que le froid et la distance l'absorbent. Cette nuit-là, le vent changea. Cela commença par une brise d'est, presque imperceptible, et vers minuit, elle s'était transformée en un fort coup de vent. En 48 heures, le navire parcourut 97 kilomètres. Lorsque Stephenson et ses 6 hommes revinrent au point où ils avaient laissé le Carluc, ils trouvèrent de la glace ouverte et de l'eau noire. Le mathématicien William Laird Mackinlay ne publia son journal qu'en 1976, alors qu'il avait 83 ans et que Stephenson était mort depuis 14 ans. Et il y nota des détails qui n'apparaissaient dans aucune version officielle de l'épisode. Stephenson avait emporté du navire, avec les 6 hommes, une quantité de provisions disproportionnée pour une chasse de 10 jours, y compris des instruments scientifiques sans aucune utilité pour chasser le caribou, et la veille de son départ, Mackinlay l'avait vu travailler sur les cartes de sondage que l'équipe scientifique avait élaborées durant les semaines de dérive. La conclusion que Mackinlay écrivit dans son journal tenait en une seule phrase. Stephenson était préparé à ce que le navire s'en aille sans lui. Parmi les 19 personnes qu'il laissa à bord se trouvait un capitaine vétéran qui pouvait le contester. Un géologue qui passait depuis des semaines à documenter les divergences entre les instructions officielles et les décisions de Stephenson. Un mathématicien qui avait l'habitude de tout noter et une famille inuite avec 2 petites filles qu'aucun mémo d'Ottawa n'avait mentionnées. Le Carluc continua de dériver vers l'ouest tout au long d'octobre et de novembre, tandis que la température descendait à 30 degrés sous zéro et que la glace commençait à comprimer la coque. Le 10 janvier 1914, la glace perça la coque sur bâbord et Bartlett ordonna l'abandon en suivant un protocole qu'il avait préparé pendant des semaines. Sur le pont, il avait accumulé des provisions, des traîneaux, des vêtements chauds et des rations pour 80 jours. Chaque personne s'était vue attribuer un rôle. Les scientifiques chargèrent les instruments de mesure, les marins transportèrent les provisions et Keruk, la femme inuite, enveloppa ses 2 filles dans des pots et les fit descendre sur la glace. Le 11 janvier 1914, le Carluc coula à la verticale pendant que Bartlett faisait jouer sur le gramophone du navire le disque de la marche funèbre de Chopin, dont la musique continua de se faire entendre sur la glace, tandis que la coque s'enfonçait. 25 personnes sur la glace, sans navire, à plus de 100 milles de la terre ferme, avec des rations pour 80 jours et 45 degrés sous zéro lors des nuits les plus froides. Le docteur Mackay, le journaliste Murray et les marins Beuchat et Morris annoncèrent au capitaine qu'ils se dirigeraient, par leurs propres moyens vers l'Alaska, rédigèrent une lettre signée dans laquelle ils déclaraient assumer toute la responsabilité et dégagèrent le capitaine de toute conséquence, exigèrent leur part proportionnelle des provisions et partirent vers l'est le 5 février 1914, après que Bartlett eut tenté de les en dissuader sans y parvenir. Leurs corps furent retrouvés sur l'île Herald, 15 ans plus tard, en 1929. Les 21 autres entamèrent la marche vers l'île Wrangel le 21 février en groupes échelonnés, traversant un terrain qui n'était qu'une succession de crêtes de pression que le mouvement tectonique de l'Arctique soulevait jusqu'à 30 mètres de hauteur. Mackinlay documenta chaque journée avec la précision de quelqu'un qui comprend que ce registre peut être la seule preuve de ce qui s'est passé. Il nota le jour où ils trouvèrent le cadavre de l'un des hommes de l'avant-garde, mort pendant la nuit sans que personne ne l'entende. Il nota que le chat Nigerorak arriva sur l'île Wrangel dans le sac en peau de phoque que Keruk avait cousu expressément pour le transporter. Le 12 mars 1914, 17 personnes atteignirent la côte sud de l'île Wrangel. 8 étaient mortes avant de poser le pied sur la terre ferme. L'île mesurait 80 km de long et 40 de large. Il n'y avait aucun être humain, aucune installation, aucun abri construit. Ils trouvèrent une étendue de roches et de pergélisol que les journaux des survivants décrivent sans adjectif. Bartlett comprit que personne au monde ne savait exactement où il se trouvait, parce que le Carluc avait dérivé sans qu'Ottawa reçoive d'informations précises sur sa position. Les messages radio pendant la dérive étaient arrivés fragmentés par les interférences atmosphériques
et la dernière position confirmée dont le gouvernement canadien disposait pour le navire datait d'octobre. Stephenson avait entendu depuis l'Alaska une partie des transmissions du Karluk pendant la dérive. Il n'organisa aucun sauvetage et n'interrompit pas non plus ses propres plans. Et en mars 1914, alors que les survivants étaient installés sur l'île Wrangel sans que personne sache qu'ils se trouvaient là, Stephenson et 2 compagnons partirent de Collinson Point, en Alaska, en traîneau sur la glace de la mer de Beaufort, emportant des instruments de sondage hydrographique, des cartes vierges et des carnets de notes que les archives du Dartmouth College, où Stephenson déposa ses papiers personnels. Le voyage dura 96 jours et couvrit 800 km sur la glace flottante, sur la même mer de Beaufort que le Karluk avait cartographié involontairement pendant sa dérive, et les sondages qu'ils effectuèrent documentèrent pour la première fois le profil complet de la plateforme continentale arctique entre l'Alaska et l'île du Prince Patrick, enregistrant des chaînes de montagnes sous-marines, de profondes vallées sous le fond de la mer de Beaufort et des anomalies du fond océanique aux mêmes coordonnées où les estimations géologiques actuelles situent les plus grandes réserves de pétrole et de gaz naturel inexploitées de l'hémisphère nord. En 1938, Stephenson publia un livre intitulé « Unsolved Mysteries of the Arctic », dans lequel il consacra des chapitres entiers à des énigmes arctiques de toutes sortes. Mais la mer de Beaufort n'apparaît pas parmi les mystères non résolus. Les sondages de 1914 ne sont pas mentionnés. Et les anomalies du fond océanique que ses propres carnets de terrain enregistraient ne figurent sur aucune page. Que se passait-il réellement sur l'île Wrangel et pourquoi la carte qui guida les survivants montrait-elle des détails que personne n'était censé connaître? Bartlett organisa le camp avec la même méticulosité que celle avec laquelle il avait géré l'abandon du navire. L'endroit choisi se trouvait à un demi-mille du point où le Karluk avait coulé, sur une plaque de glace suffisamment épaisse pour supporter le poids des traîneaux et des provisions. Les tentes furent dressées en 2 groupes, séparés par fonction, une zone de stockage et une zone d'habitation, avec les peaux des chiens morts étendus sur le sol enneigé pour isoler du froid qui remontait de la glace. La température nocturne descendait au-dessous de 40 degrés sous zéro, et le vent du nord rendait inutile tout calcul de ressenti thermique. Les rations furent fixées à environ ce qui correspondrait à 800 calories quotidiennes par personne, soit moins de la moitié de ce que le travail physique dans ces conditions exigeait. Bartlett savait qu'il avait des rations pour 80 jours au maximum et une distance impossible à parcourir sans des chiens qui étaient en train d'être consumés par le froid et la tension. Le cuisinier Ernest Schaff organisa les repas. 2 fois par jour, à heure fixe, indépendamment de la température ou de l'état d'esprit du groupe, Schaff préparait le même mélange de pemmican bouilli avec de l'eau et des biscuits émiettés, qui constituait 90% du régime du camp. Le pemmican était la réserve calorique centrale de l'expédition. Chaque bloc pesait un demi-kilogramme et contenait de la viande séchée moulue mélangée à de la graisse animale solidifiée. Dans des conditions normales de stockage, il se conservait pendant des années. Dans les cales du Karluk, après des mois de dérive avec une humidité variable et des températures fluctuantes, quelque chose avait changé dans certains lots que ni la vue ni l'odorat ne pouvaient détecter. Personne dans le camp ne le savait encore. Durant les premières semaines sur la glace, pendant que Bartlett évaluait les options et que le groupe s'adaptait à la routine du camp, le docteur Mackay commença à relever des symptômes chez plusieurs hommes qu'il attribua d'abord à l'épuisement et à l'exposition prolongée au froid. Gonflement modéré des chevilles et des poignets, fatigue disproportionnée par rapport à l'effort fourni. Les symptômes étaient compatibles avec le début du scorbut, la maladie que tout médecin de l'Arctique connaissait et redoutait. Mais le traitement standard du scorbut exigeait de la vitamine C sous forme de jus de citron ou de viande fraîche, et le camp ne disposait d'aucune de ces 2 choses en quantité suffisante. Mackay ajusta les rations des personnes atteintes et attendit. Les symptômes ne régressèrent pas. Ce fut pendant ces semaines, alors que Bartlett étudiait les cartes de l'île Wrangel pour planifier la marche, qu'il découvrit quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. La carte que l'équipe de cartographie avait incluse dans les provisions d'urgence du Karluk représentait Wrangel avec un niveau de détail qu'aucune expédition officielle répertoriée n'avait produit.
Les observations antérieures de l'île, effectuées par des baleiniers américains dans les années 1860 et par l'expédition russe de Wrangel en 1823, avaient donné des contours côtiers approximatifs et des noms de caps, mais aucune cartographie de l'intérieur. La carte que Bartlett tenait entre ses mains montrait autre chose. Des points de débarquement précis sur la côte sud avec des indications de profondeur, une route d'accès vers l'intérieur tracée par une ligne en pointillé et, sur la marge nord-est de l'île, une marque circulaire accompagnée de l'annotation O, sans date ni signature. L'encre de ces annotations était différente de celle de la carte de base, plus sombre, plus récente. Bartlett ne nota dans son journal aucune réflexion sur cette carte. Ce qu'il nota, ce fut la décision opérationnelle qu'il en tira. Le groupe marcherait vers la côte sud en suivant l'itinéraire indiqué et établirait le campement permanent aux coordonnées signalées. Il n'expliqua pas d'où lui venait cette confiance accordée à une carte dont il ne connaissait pas l'origine. Le groupe trouva la source d'eau exactement à l'endroit indiqué par la carte. Le docteur Mackay fut le premier à informer le capitaine qu'il n'attendrait pas. Il avait 42 ans et avait déjà navigué dans l'Arctique. Il savait ce que signifiait passer l'hiver sur une île sans ressources en attendant un secours qui pouvait prendre des mois. Il rédigea une lettre avec le journaliste Murray, l'anthropologue Beuchat et le marin Maurice. Ils partirent le 5 février 1914. Ce qui leur arriva entre le moment où ils quittèrent le camp et celui où ils atteignirent Herald, s'ils y arrivèrent seuls ou s'ils furent entraînés par la dérive de la glace, s'ils moururent d'hypothermie ou d'épuisement, ne fut consigné dans aucun document ayant survécu. Ils entamèrent la marche en groupes échelonnés, avec 12 heures d'intervalle entre eux, en suivant la route que Bartlett avait tracée sur la carte aux annotations inexplicables. Le terrain était une succession de crêtes de pression que le mouvement tectonique de l'Arctique dressait jusqu'à 30 mètres de hauteur, avec des flancs de glace compacts que les traîneaux chargés ne pouvaient escalader et qu'il fallait décharger, gravir à la main, hisser la cargaison pièce par pièce, puis recharger de l'autre côté. La température pendant la marche oscilla entre 35 et 45 degrés au-dessous de zéro. Le vent, sur les crêtes les plus hautes, rendait impossible de garder les yeux ouverts sans protection. Ce que les survivants trouvèrent sur la côte sud de l'île Wrangel correspondait exactement à ce que la carte aux annotations anonymes avait promis. Il y avait des phoques sur le littoral et des ours polaires à l'intérieur des terres, ce qui signifiait que la chasse était possible. Cela signifiait aussi que les ours pouvaient entrer dans le camp pendant la nuit. Les chasseurs inuits Kataktovik et Kuraluk devinrent dès le premier jour le véritable soutien alimentaire du groupe. Ils connaissaient le comportement des phoques sous la glace arctique, savaient construire des abris avec les matériaux disponibles et comprenaient les signes du climat avec une précision qu'aucun instrument du camp ne pouvait égaler. Sans eux, écrivit McKinley dans son journal durant les premiers mois sur l'île, plusieurs hommes seraient morts avant la fin du printemps. Bartlett comprit dès les premiers jours que s'il ne quittait pas l'île, personne ne la quitterait. Personne au monde ne savait exactement où il se trouvait. Le gouvernement canadien, qui avait financé l'expédition à hauteur de plus de 500 000 $, n'avait établi aucun protocole de recherche dans le cas où le navire se perdrait avec tout le personnel à bord. Le 18 mars 1914, 6 jours après que les 17 survivants eurent atteint la terre ferme, Bartlett quitta le camp. Il partit à l'aube avec un seul traîneau, le chasseur Inuit Kataktovik et les chiens encore en état de tirer. Il ne prononça aucun discours. Il laissa des instructions écrites aux médecins sur la gestion des provisions et l'organisation de la chasse, vérifia que les rations étaient correctement réparties, puis s'en alla en direction du nord, vers la glace ouverte de la mer des Tchouktches, vers la côte sibérienne qui, sur les cartes, se trouvait à 150 km. Les 16 qui restèrent le virent s'éloigner, mais aucun ne savait s'il le reverrait. Ce que Bartlett trouva sur sa route ne mettrait pas seulement le sauvetage en péril. Cela ouvrirait aussi des questions qui ne reçurent jamais de réponse. Pourquoi 2 agents russes attendaient-ils Bartlett au milieu de l'Arctique avant que quiconque sache officiellement ce qui s'était passé? Bartlett et Kataktovik étaient sur la glace depuis 3 jours lorsqu'ils rencontrèrent le premier chenal. C'était une fracture d'eau libre d'environ 20 mètres de large qui coupait la route d'est en ouest sans que les bords montrent de signes de fermeture.
La glace des deux côtés était stable, ce qui signifiait que le chenal était ouvert depuis assez longtemps pour que les courants l'aient élargi. Bartlett avait sorti du Carluc parmi l'équipement d'urgence que Schaff avait chargé sur les traîneaux pendant l'abandon, un bateau pliable en toile cirée avec une armature en bois démontable qui pesait 16 kg. Ils mirent environ 2 heures à le monter. Ils trouvèrent 4 autres chenaux similaires au cours des 12 jours suivants. La glace entre l'île Wrangel et la côte sibérienne n'était pas une surface continue, mais un système vivant de plaques en mouvement constant, fracturé par les courants de l'Arctique et ressoudé par le froid dans des configurations qui changeaient chaque nuit. Kataktovic lisait ce système avec une compétence que Bartlett décrivit dans son journal comme la différence entre connaître l'Arctique et y être né. Quand la glace craquait d'une certaine manière, Kataktovic changeait de cap sans explication et Bartlett le suivait sans poser de questions. Quand la couleur de la surface passait du blanc au gris bleuté, Kataktovic s'arrêtait, frappait avec le bâton du traîneau et écoutait le son avant de décider s'il fallait traverser. À 2 reprises, la glace céda sous le poids du traîneau et les chiens tombèrent partiellement dans l'eau avant que Kataktovic puisse tirer sur les harnais. Aucun chien ne mourut pendant la traversée. Ils mirent 28 jours à parcourir les 150 km jusqu'à la côte sibérienne. Ils arrivèrent au village de Wansarem le 16 avril 1914. C'était un établissement de chasseurs tchouktches de moins de 40 personnes dans une baie protégée de la côte nord-est de la Sibérie, sans présence russe permanente, sans ligne télégraphique, sans aucun moyen de communication avec l'extérieur autre que le traîneau jusqu'au village suivant. Le chef du village donna à Bartlett et à Kataktovic de la nourriture, un abri et 2 guides pour continuer vers l'est. Ils communiquaient par gestes et par mots isolés que les guides complétaient avec patience. 3 jours après leur arrivée à Wansarem, alors que Bartlett se préparait à poursuivre vers le village suivant sur la route de Nome, 2 hommes qui n'étaient pas tchouktches arrivèrent. C'étaient des Russes. Ils portaient des uniformes sans insignes identifiables et voyageaient avec leurs propres traîneaux, sans guides locaux, ce qui, dans cette région et à cette époque, signifiait qu'ils connaissaient la route à l'avance. Ils se présentèrent à Bartlett comme des fonctionnaires du service des douanes de l'Empire russe affecté à la côte arctique. Ils lui dirent qu'ils avaient pour instruction de vérifier l'identité et le motif de tout étranger qui traverserait du territoire arctique vers la Sibérie. Bartlett passa 4 jours à Wansarem avant que les 2 hommes ne le laissent continuer. Ce qu'ils lui demandèrent pendant ces 4 jours n'apparaît dans aucun rapport canadien. Le journal de Bartlett, publié en 1916 sous le titre « The Last Voyage of the Karluk », décrit la rencontre en 3 phrases. 2 hommes du gouvernement russe vérifièrent ses documents, posèrent des questions sur l'expédition et lui donnèrent l'autorisation de poursuivre. Il ne retranscrit aucune de ces questions. Il ne mentionne pas s'ils lui demandèrent des précisions sur l'île Wrangel en particulier, sur la position du campement, sur le nombre de survivants ou sur les plans de sauvetage. Ce qui apparaît en revanche dans les archives du ministère des Affaires étrangères russe selon des documents cités par l'historien polaire Bo Riefenberg dans son enquête de 2005, c'est que le gouvernement russe savait, en mai 1914, qu'il y avait des survivants canadiens sur l'île Wrangel, qu'il en connaissait le nombre approximatif et leur situation, et que cette information était parvenue à Saint-Pétersbourg avant que Bartlett n'envoie son télégramme depuis Nome. Le gouvernement canadien ne reçut aucune communication russe à ce sujet. Bartlett poursuivit vers l'est avec les guides tchouktches que le chef de Wansarem lui avait fournis. Le système de relais fonctionnait par village. Dans chaque établissement, le chef fournissait de nouveaux guides pour l'étape suivante en échange de ceux qui arrivaient, lesquels se reposaient puis retournaient à leur point d'origine. C'était un réseau de transport arctique qui n'apparaissait sur aucune carte occidentale, mais qui fonctionnait depuis des siècles. Bartlett y progressa pendant des semaines, dormant dans des yourtes, mangeant de la viande de morse séchée et du phoque bouilli, communiquant par gestes et par les fragments de russe qu'il avait appris lors de voyages antérieurs. Le 24 mai 1914, il arriva à M. Harbour sur l'île Saint-Laurent. C'était un territoire américain et 3 jours plus tard, il arriva à Nome, en Alaska. Il avait parcouru plus de 700 km depuis l'île Wrangel en 68 jours.
Il avait des ampoules aux 2 pieds que le médecin de Nome décrivit comme des lésions du 3e degré sur plusieurs orteils. Il avait le visage brûlé par la réverbération du soleil sur la glace. Le télégramme que Bartlett envoya à Ottawa le 27 mai 1914 informait du naufrage du Carluke, de la position approximative du campement sur l'île Wrangel, du nombre de survivants et de l'urgence du sauvetage. Dans son livre de mémoire, publié 2 ans plus tard, Bartlett décrit le contenu de ce télégramme avec un niveau de détail qui inclut un paragraphe spécifique sur l'état médical de plusieurs survivants, la pénurie critique de certains approvisionnements et la nécessité que le navire de secours embarque un médecin avec du matériel chirurgical. Ce paragraphe ne figure pas dans le télégramme conservé dans les archives canadiennes. La version archivée à Ottawa est plus courte que celle que Bartlett décrit avoir envoyée. Ottawa mit des semaines à répondre par une action concrète. Le gouvernement canadien ne disposait d'aucun navire préparé pour une mission de sauvetage arctique à l'été 1914. Le garde-côte canadien le plus proche se trouvait sur la côte Est. La Première Guerre mondiale éclata le 4 août 1914, 3 semaines après que Bartlett eut remis en main propre ses rapports aux autorités de Nome et d'Ottawa et détourna l'attention institutionnelle, les ressources navales et la capacité logistique du gouvernement vers l'Atlantique. Le sauvetage de 17 personnes sur une île arctique de souveraineté disputée devint, dans l'ordre des priorités du gouvernement canadien à l'été 1914, un problème secondaire. Le garde-côte Bear de la marine américaine tenta d'atteindre Wrangel en juillet. La glace l'arrêta à 60 milles de l'île et il dut retourner à Nome pour se réapprovisionner. La deuxième tentative, en août, fut également bloquée. Le gouvernement américain n'avait aucune obligation de secourir des citoyens canadiens sur un territoire à souveraineté disputée, et le fait qu'il ait essayé à 2 reprises fut la conséquence de la relation personnelle entre Bartlett et le commandant du Bear, et non d'un quelconque protocole officiel. Le navire qui arriva finalement à l'île Wrangel n'était pas un bâtiment gouvernemental, c'était le King and Winge, un bateau de pêche au flétan construit à Seattle et habituellement utilisé pour la chasse aux morses dans l'Arctique. Son capitaine, James Tilton, accepta de dévier vers Wrangel après que le secrétaire de Stephenson, qui voyageait à bord du Bear lors de l'une des tentatives échouées, lui eut proposé la mission en échange d'une compensation convenue en espèces. Le King and Winge n'était pas un navire de sauvetage. Il n'avait pas d'équipement médical, n'avait pas d'espace d'infirmerie et n'était pas conçu pour transporter des personnes en état de faiblesse extrême. C'était la seule chose disponible. Il mit le cap sur l'île Wrangel en août 1914. Qu'est-ce qui a réellement tué les hommes sur l'île Wrangel et qu'est-il arrivé à la seconde expédition? Le King and Winge arriva en vue de l'île Wrangel le 7 septembre 1914. Le capitaine Tilton réduisit sa vitesse en s'approchant de la côte sud, car il ne connaissait ni les fonds ni les cartes qu'il avait à bord. Depuis le pont, l'un des marins distingua aux jumelles une silhouette sur le rivage qui agitait quelque chose. Ce qu'ils trouvèrent, lorsqu'ils mirent la chaloupe à l'eau, n'était pas ce qu'ils avaient attendu. Des 17 personnes arrivées sur l'île en mars, seules 14 montèrent à bord du King and Winge en septembre. 3 étaient mortes pendant les 6 mois d'attente. Les 14 rescapés qui embarquèrent présentaient un état physique que le capitaine Tilton décrivit dans son rapport comme incompatible avec le temps écoulé, entendant par là que la dégradation visible était supérieure à ce que 6 mois de privation pouvaient expliquer à eux seuls. Plusieurs hommes devaient être soutenus par d'autres pour parcourir les derniers mètres jusqu'à la chaloupe. Les 3 morts avaient suivi un schéma que le médecin du camp avait documenté avec une précision croissante à mesure qu'il comprenait ce qui se passait. Le géologue George Mallock mourut le 17 mai 1914. Il avait 33 ans. Dans les jours précédant sa mort, Mallock avait développé un gonflement abdominal et une urine foncée que le médecin, selon ses notes, ne sut relier au pémicone que plusieurs semaines plus tard. Le marin norvégien Bjørn Mammen mourut le 27 mai. Il avait 22 ans. Il avait consigné dans son propre journal la progression des symptômes. Un 3e homme mourut en juillet dans des circonstances que le rapport officiel de l'expédition décrit en une seule phrase, sans date exacte, sans cause déclarée, sans le nom du témoin qui le trouva. Le diagnostic arriva des décennies plus tard, lorsque des chercheurs disposant de connaissances médicales modernes analysèrent les journaux du camp.
Les symptômes qui avaient tué Malok et Mamen n'étaient pas le scorbut. Il s'agissait d'une néphrite aiguë, une inflammation rénale provoquée par des toxines bactériennes en raison du froid extrême et d'une alimentation déficiente. La source de ces toxines était le pemmican du fournisseur Underwood, le même qui avait été stocké dans les cales du Karluk pendant des mois de température variable, le même que Bartlett avait inclus dans les rations standards du camp parce que c'était l'aliment le plus calorique disponible et parce que personne à Ottawa n'avait exigé d'inspection de qualité avant le chargement. Cela ne figurait dans aucun rapport officiel de l'expédition. Ce que le rapport officiel mentionnait, c'était que 2 membres de l'équipe scientifique étaient morts de causes liées aux conditions extrêmes de l'Arctique. Une formulation techniquement compatible avec la réalité et qui n'impliquait aucune responsabilité institutionnelle. La 3e mort fut différente. À la fin du mois de juin, l'accès aux provisions communes du camp commença à générer une tension croissante. Les rations d'oiseaux et d'œufs, seule source de protéines fraîches disponibles, commençaient à se raréfier, et plusieurs hommes s'accusaient mutuellement de dissimuler des prises. McKinley consigna des divergences entre ce que certains affirmaient avoir chassé et ce que d'autres disaient avoir vu, sans qu'il soit possible de vérifier aucune version. Au fil des jours, l'atmosphère devint de plus en plus tendue, au point que les différents groupes du camp ne s'adressaient presque plus la parole. Un matin de juillet, ce marin fut retrouvé mort dans sa tente avec une blessure par balle à la tête. L'arme se trouvait près du corps dans une position que le médecin décrivit comme compatible avec un accident survenu pendant le nettoyage. Il n'y avait sur l'île aucune autorité ayant la capacité légale d'ouvrir une enquête formelle. Il n'y avait aucun témoin affirmant avoir entendu le coup de feu pendant la nuit. Les survivants restants n'avaient ni la capacité physique ni l'intérêt institutionnel de se désigner mutuellement dans un camp où ils dépendaient encore les uns des autres pour survivre. Le médecin enregistra la cause du décès comme accident et classa le rapport. Les circonstances exactes de cette mort demeurent non résolues. Mais il y a un élément que les chercheurs qui étudièrent l'expédition n'ont pas relié à cette mort et que les journaux du camp documentent dès les premiers jours sur l'île. Lorsque les survivants arrivèrent sur la côte sud de Wrangell en mars 1914, en suivant la route indiquée par la carte aux annotations inexplicables, ils trouvèrent quelque chose qui ne figurait dans aucun rapport officiel d'expédition antérieure sur l'île. Dans la zone de débarquement, partiellement couverte par la neige accumulée pendant l'hiver, se trouvaient les restes d'une structure en bois. Ce n'était pas un abri inuit. Les abris inuits, à cette latitude, étaient construits avec des os de baleine, des peaux et des blocs de neige compactés, des matériaux disponibles dans l'environnement. Ce que les survivants trouvèrent était une construction en planches de bois travaillées, avec une technique d'assemblage occidentale, partiellement effondrée sous le poids de la neige et la dégradation de plusieurs hivers arctiques. Elle avait des dimensions suffisantes pour abriter entre 4 et 6 personnes. Il y avait des restes d'un système de ventilation sur le toit. Et à l'intérieur, selon l'entrée du journal de McKinley correspondant au premier jour à terre, il y avait des objets que Bartlett examina en privé avant que le reste du groupe n'accède à la structure. McKinley ne précisa pas quels étaient ces objets. Il nota que Bartlett passa du temps seul dans la cabane l'après-midi du 2e jour sur l'île, et que lorsqu'il en sortit, il ne fit aucun commentaire au groupe sur ce qu'il avait trouvé. L'entrée suivante du journal change de sujet sans transition. Ce que McKinley vit ou ne vit pas à l'intérieur de cette cabane ne fut pas consigné dans les pages publiées de son livre. Le journal original, conservé dans les archives de l'Université de Glasgow, présente une discontinuité dans la numérotation des pages pour la période des premiers jours à Wrangell. Les pages passent d'un numéro à un autre, avec une marge de papier visible dans la reliure, ce qui indique que les pages ont été retirées physiquement et non que le journal ait cessé d'être tenu. Personne n'a construit cette cabane sans raison et sans être venu sur cette île auparavant. En septembre 1921, Vilhjálmur Stefansson organisa une seconde expédition vers l'île Wrangell. 2 des 4 hommes qu'il sélectionna avaient survécu au Karluk. Frederick Morer et Lorne Knight connaissèrent cette île. Ils y avaient enterré des compagnons. Stefansson les convainquit d'y retourner. Les 2 autres étaient Alan Crawford.
un Canadien de 20 ans sans expérience arctique, choisi parce que la revendication territoriale exigeait un chef de nationalité canadienne, et Milton Gall, un Américain de 19 ans dont la seule préparation consistait à avoir lu les livres de Stephenson. La cinquième personne du groupe était Ada Blackjack, 23 ans, Inuit de Solomon, Alaska, élevée par des missionnaires méthodistes qui lui avaient appris à coudre des vêtements occidentaux et à lire la Bible. Elle ne savait pas chasser. Elle ne savait pas poser de pièges. Elle avait une peur documentée des ours polaires. L'île Wrangel possède la plus forte densité de tanières d'ours polaires au monde. Elle avait été engagée comme couturière pour 50 $ par mois parce qu'elle avait besoin d'argent pour récupérer son fils Bennett de l'orphelinat où elle l'avait laissé lorsque son mari l'avait abandonné. Bennett avait la tuberculose. Stephenson ne partit pas avec eux. Ils quittèrent Nome avec des provisions pour 6 mois. Stephenson leur avait assuré que la chasse à Wrangel serait abondante, qu'un navire de ravitaillement arriverait l'été suivant. Lorsque les Inuits qui devaient les accompagner ne se présentèrent pas sur le quai, les hommes rassurèrent Ada en lui disant qu'ils en recruteraient d'autres en Sibérie. En Sibérie, les autorités russes les avertirent que Wrangel était un territoire soviétique et se moquèrent de leur intention de débarquer. Ils n'engagèrent personne. Ada arriva sur l'île comme seule femme et seul membre autochtone du groupe. La première chose qu'ils firent en touchant terre fut de hisser l'Union Jack. Le gouvernement britannique n'avait jamais demandé cela. Le gouvernement canadien avait refusé de financer l'expédition pour ne pas provoquer un incident diplomatique avec l'Union soviétique. Stephenson agit au nom d'une puissance qui ne lui avait donné aucun mandat. L'été 1922 passa sans navire. Le navire de secours tenta d'atteindre l'île en août, mais la glace l'en empêcha. À Wrangel, les 5 comprirent qu'ils passeraient un autre hiver avec des provisions déjà à la limite. Lorne Knight, le survivant du Karluk qui était revenu convaincu par Stephenson, commença à développer le scorbut. En janvier 1923, Crawford, Gall et Morer décidèrent de traverser les 140 km de glace de mer jusqu'à la côte sibérienne. Knight était trop faible pour le trajet. Ils le laissèrent avec Ada. Les 3 partirent avec les chiens de traîneau dans l'obscurité arctique. On ne les revit jamais. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Ada resta seule sur l'île avec un homme en train de mourir du scorbut et une chatte appelée Vic. Ce qui se produisit au cours des 5 mois suivants est l'un des cas documentés d'adaptation humaine extrême les plus extraordinaires du XXe siècle. Ada ne savait pas chasser. Elle apprit. Elle ne savait pas poser de pièges. Elle les étudia jusqu'à les maîtriser. Elle avait peur des ours polaires. Elle construisit une tour de guet pour les repérer avant qu'ils n'atteignent le camp. Avec une carabine de calibre .22 qu'elle avait à peine utilisée, elle commença à chasser pour eux 2 pendant que Knight perdait d'abord la capacité de se déplacer, puis celle de se redresser. Ada le nourrissait. Elle soignait ses escarres. Elle lui préparait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Knight mourut le 23 juin 1923. Ada n'avait pas la force de déplacer le corps. Elle l'entoura de caisses en bois pour le protéger des animaux et s'installa dans la tente de stockage avec la chatte. Le 20 août, 57 jours après la mort de Knight, elle entendit un bruit qu'elle identifia d'abord comme un troupeau de morses. Mais c'étaient les moteurs d'un navire. Elle courut vers le rivage en espérant voir les visages de Crawford, Gall et Morer. L'homme qui descendit de la chaloupe était Harold Noyce, envoyé de Stephenson. Dès les premières paroles qu'ils échangèrent, tous 2 comprirent simultanément que les 3 autres n'étaient pas là. Ada était l'unique survivante. Avant qu'Ada puisse reprendre ses repères, Noyce prit les journaux. Les 2, le sien et celui de Knight, qu'Ada avait conservé à la demande de Knight lui-même. Il les embarqua. À Nome, il vendit l'histoire aux journaux. La première version des faits que le public reçut ne fut pas racontée par Ada. Elle fut racontée par Noyce. Le 28 janvier 1924, avant qu'Ada n'arrive à Nome, Noyce écrivit au vice-président de la compagnie de Stephenson que la lecture attentive des journaux lui avait donné un point de vue quelque peu différent sur la situation. Il laissa à son appréciation la disposition des documents. Ce que les journaux montraient, c'était le traitement qu'Ada avait subi. L'épisode du mât, les références à elle comme la femme ou la couturière, la dépendance croissante des hommes envers Ada à mesure que leurs capacités se détérioraient et que les siennes se développaient.
Noaes décida que ce contenu ne devait pas circuler. Il raya des lignes du journal de Knight avec de larges traits noirs jusqu'à les rendre illisibles. Des pages entières du journal d'Ada disparurent. Le musée Fogg de Harvard tenta de récupérer le texte par analyse optique. Le FBI fut engagé dans le même but. Aucun n'y parvint. Le 6 février, Ada comparut devant le maréchal fédéral E.R. Jordan à Nome. Ce n'était pas un entretien. C'était une déposition formelle sous serment. L'unique survivante d'une expédition au cours de laquelle 4 hommes étaient morts devait expliquer comment ils étaient morts. Ada n'avait pas d'avocat. Elle témoigna en anglais, l'anglais des missionnaires méthodistes, le même avec lequel elle écrivait son journal depuis des mois. Jordan prit note. Ensuite, Stephenson publia cette déposition dans son livre dans une version qu'il décrivit lui-même comme légèrement éditée pour plus de clarté. Les 2 versions sont conservées dans les archives de Dartmouth. Ce qu'Ada déclara devant Jordan avait la même structure que ses entrées de journal, sans interprétation, sans emphase, sans le vocabulaire de l'héroïsme que les journaux lui appliquaient déjà de l'extérieur. Le 14 mars 1923, j'ai posé 16 pièges à 8 endroits, 2 à chaque endroit. Le 21 février, j'ai attrapé mon premier renard. Elle décrivit comment Knight cessa de pouvoir bouger, comment elle lui préparait ses repas, comment elle lui lisait à voix haute, comment elle construisit la plateforme d'observation pour détecter les ours. Jordan lui demanda si elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Ada répondit que oui. Il lui demanda si les 3 hommes avaient laissé des provisions lorsqu'ils partirent. Ada répondit qu'ils avaient laissé ce qu'il y avait. Il lui demanda si elle avait essayé de les suivre. Ada expliqua que non, qu'elle n'avait pas de chien, que les hommes les avaient emmenés. Il n'y eut aucune question sur le mât de drapeau. Il n'y eut aucune question sur l'épisode de novembre 1921. Au terme de la déposition, Jordan certifia qu'elle était volontaire et qu'Ada Blackjack n'était suspecte d'aucun délit. 2 semaines plus tard, Noaes l'accusa publiquement d'avoir laissé Knight mourir, de lui avoir refusé des soins, d'avoir accaparé de la nourriture. La famille de Knight fut la première à la défendre. Avec toutes les raisons du monde d'accuser Ada, ils lui écrivirent des lettres et la rencontrèrent pour la remercier de ce qu'elle avait fait pour Lorne durant les derniers mois. Noaes fut contraint de se rétracter. Stephenson envoya de l'argent à Ada par l'intermédiaire de tiers, non comme compensation, mais pour la maintenir hors de l'attention publique, et il lui promit des droits d'auteur sur le livre qu'il publierait sur l'expédition. Ada ne reçut rien. Le livre fut publié en 1925 sous le nom de Stephenson. Il le décrivit comme l'histoire la plus romantique de l'exploration arctique. Les journaux appelèrent Ada la Robinson Crusoe féminine. Ada refusa les entretiens qu'elle put. Elle utilisa l'argent dont elle disposait pour emmener Bennett chez le spécialiste de la tuberculose à Seattle. Elle se maria encore 2 fois et eut un autre fils qui faillit mourir de la tuberculose. Elle vécut pendant des décennies en cueillant des baies, en chassant et en élevant des rennes. Elle mourut en 1983 dans un hospice public à Palmer, en Alaska. À cette époque, elle avait alors 85 ans. Dans les archives de Dartmouth, son journal est conservé avec son orthographe imparfaite et sa syntaxe directe. Le 23 juin 1923, elle écrivit 5 mots, la Deide del Seigneur Knight, avec une faute. Lorsque Noaes secourut Ada en août 1923, il laissa sur l'île 13 nouveaux colons. Stephenson avait vendu le titre de Wrangel, le titre sur un territoire qui ne lui appartenait pas, à 2 frères nommés Karl et Ralph Loman, en échange de l'envoi d'un navire de secours l'été suivant. L'été 1924 arriva. Le navire des Loman ne put traverser la glace. Celui qui traversa la glace fut le navire de guerre soviétique Krasny Oktyabre. L'Octobre rouge arriva au rivage et débarqua des troupes. Ils abaissèrent le drapeau canadien. Ils hissèrent la faucille et le marteau. Ils arrêtèrent les colons, les emmenèrent à Vladivostok, puis les transférèrent en Chine. Le seul Américain du groupe mourut en détention soviétique. Les Inuits furent rapatriés par la Croix-Rouge. Le gouvernement britannique avait déclaré que toute action soviétique contre les colons équivaudrait à un acte de guerre. Stephenson continua à donner des conférences. En 1937, il fut élu pour la seconde fois président de l'Explorers Club de New York. Roald Amundsen le qualifia de plus grand imposteur vivant.
William Laird Mackinlay publia son récit de l'expédition en 1976. Il avait 83 ans et Stephenson était mort depuis 14 ans. Les pages qui documentaient les premiers jours à Wrangell n'apparurent pas dans le livre. Mackinlay mourut en 1983. Cette même année, Ada mourait dans l'asile de Palmer. Les deux derniers témoins directs de ce qui s'était passé sur cette île moururent la même année. Williamson, l'unique survivant du Carluke, qui refusa de publier des mémoires, d'accorder des interviews ou de participer à la moindre initiative de récupération historique, était mort en 1975 à Victoria, au Canada. Il avait alors 97 ans. La dernière personne vivante ayant été sur l'île Wrangell en 1914 fut Ruth McPhee Ipaluk. Elle était arrivée sur l'île à l'âge de 3 ans, dans les bras de sa mère. Elle mourut en 2008. Elle avait 97 ans et on ne l'interrogea jamais systématiquement au sujet de la cabane. L'île Wrangell est aujourd'hui une réserve naturelle russe. Les croisières passent à proximité en été. Il n'y a aucun signe des hommes qui y sont morts. Il n'y a aucun signe de la femme qui a survécu.